Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la nouvelle scène Gilles Desjardins. Je m'appelle Luc Baudouin-Duchel. C'est moi qui suis l'animateur et l'intervieweur de cette série La Croisée des mots. C'est le deuxième épisode, en quelque sorte, de cette série qui a commencé cette année. On a reçu la poète et dramaturge Lisa Lheureux il y a quelques semaines de cela. Et ce soir, nous recevons Margaret Michel-Cook, poète elle aussi. Et avant de commencer l'entrevue, c'est simple, on a toujours cette même formule où on demande à l'auteur de venir nous lire, que ce soit son roman ou sa poésie ou sa dramaturgie, avant qu'on passe à l'entrevue. Ensuite, on va faire l'entrevue. Après ça, vous aurez la chance, vous, dans le public, de poser des questions, et puis après, on conclut avec une séance de dédicace. Et avant de demander à Mme Cook de venir sur scène pour nous lire sa poésie, j'inviterai nos deux partenaires sur l'égide desquels nous avons mis sur pied cette initiative, c'est-à-dire Harvey Slack de Bibliothèque publique Ottawa, Yves Turbide de l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français, à monter sur scène pour nous dire quelques mots. Bonsoir. Ok, merci. Okay. Bonjour et bienvenue au nom Bibliothèque publique d'Ottawa. Bonsoir. Hello and welcome everyone. Mon nom est Harvey Slack et je suis l'un des membres du conseil d'administration de la Bibliothèque Ottawa. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille à la deuxième séance de la Croisée des mots, une série de rencontres littéraires mensuelles qui célèbre la francophonie au Canada. Ce soir, nous vous présentons la poète Margaret Michel-Cook. Oui. En entrain avec Hugues Baudouin-Duchel, notre animateur. Ils parleront de ses œuvres et de son processus de rédaction en poésie. La rencontre de ce soir, ainsi que la série au complet, est le fruit de notre collaboration avec l'Association des auteurs et des auteurs de l'Ontario français, ainsi qu'à nos partenaires Bibliothèque des Archives de Canada et la Nouvelle Scène. Un grand merci à la Nouvelle Scène. Il était très important pour nous de souligner le généreux soutien financier de l'Association des Amis de la Bibliothèque publique d'Ottawa qui rendent possible cette série. Un grand merci aux amis qui aident la PBO à offrir des programmes en français si intéressants et inspirants que la Croisée des mots. La première séance fut un grand succès et pour celle-ci, nous sommes heureux de vous offrir une conversation avec l'un des poètes officiels de la ville d'Ottawa. Son engagement dans la communauté et la qualité de ses œuvres lui a valu cet honneur. Avant de céder le micro, je tiens à vous souhaiter à tous et à toutes un merveilleux mois des bibliothèques. Vous avez peut-être aperçu une parcelle de fameux billets d'or. Oui, un billet d'or. Merci bien. Un billet d'or qui vous donne droit à un sac banane génial. Et le sac où? Le sac? Oh, ok, d'accord. Ok. Fait à la main par Éco-Équitable, une entreprise locale et équitable. Ces billets se retrouvent dans les succursales de la bibliothèque et à travers la ville. Regardez-vous vos sièges pour savoir si quelqu'un parmi vous ont déneigé un billet d'or. Est-ce qu'il y a un prix? Ah, un siège? Non. Non, oui? Oui, non. OK. Les chanceux, non. Un gagnant. Ah, d'accord. OK. Les chanceux,
n'ont qu'à visiter une des succursales ou bibliobus de PBO pour échanger le billet d'or contre un sac banane unique. Avant de poursuivre, notez qu'il y a un photographe parmi nous ce soir. Where is he? Oh, ici, Réal, le photographie. Et pour prendre des photos qui serviront à promouvoir les services de la bibliothèque, entre autres sur les médias sociaux. Si vous préférez ne pas figurer dans ces photos, s'il vous plaît, lui faire savoir. Et maintenant, il me donne un grand plaisir d'inviter François Gagnon, conseiller principal, directeur général des communications et au public et Archives Canada, à vous dire quelques mots. Malheureusement, M. Gagnon a eu un empêchement et il ne peut pas venir. Oh, pas léger, mais je regrette. Mais merci beaucoup. Et maintenant, François Gagnon. Non, Yves Turbet. Merci beaucoup. Merci. Ah oui, c'est vraiment un plaisir de poursuivre le partenariat avec Bibliothèque publique d'Ottawa. Comme mon prédécesseur au micro l'a dit, avec également Bibliothèque et Archives Canada et la Nouvelle-Scène. Avant de présenter l'auteur, je tiens à remercier nos bailleurs de fonds, à nous et nos partenaires, alors la Ville d'Ottawa, le Conseil des arts de l'Ontario, Conseil des arts d'Ottawa, Conseil du Canada, Patrimoine canadien. Également nos partenaires médiatiques Rogers et Unique. Je tiens à préciser que la télévision Rogers est ici pour filmer pour enregistrer chacune des rencontres. Également, chacun ou tous les auteurs, ou dans la mesure du possible, lorsqu'ils sont dans la région, vont être reçus à l'émission Entre nous dans la semaine, dans les jours qui précèdent l'événement. Alors, on est grandement content de ce partenariat. Alors voilà, Margaret Michel Cook a publié 5 recueils de poésie aux éditions du Nordir et 3 recueils aux éditions L'Interligne. Elle est née à Toronto, est passée par New Haven, Aix-en-Provence et Paris pour s'établir à Ottawa en 1987. Le voyage, le monde intérieur, les dimensions du rêve et le rapport avec le langage ont enrichi son processus créateur. Margaret Michel Cook a remporté le prix du livre d'Ottawa en 2009 pour Chronos à sa table de travail. Comme on l'a dit précédemment, elle vient d'être nommée au mois de mars 2019 une des 2 poètes lauréates de la Ville d'Ottawa. Je vous demande d'accueillir Margaret Michel Cook. Je suis pas si petite que ça. Bonsoir, merci d'être là. Un merci spécial à Cindy Lebas et Jill Hawken de la Bibliothèque publique d'Ottawa qui m'ont invité et avec qui on a eu un échange pour planifier cette soirée. Je vais vous lire quelques extraits du dernier recueil que j'ai publié qui s'intitule Lanterna Magica, la lanterne magique. Alors, il s'agit de ces vieilles lanternes qu'on retrouve dans Marcel Proust, par exemple, où vous avez des images qui circulent, des couleurs qui tournent. Et le recueil est divisé en 4 parties. Donc, Tourner vers le ciel, je vous lirai quelques poèmes de Tourner vers le ciel. Ensuite, Tourner vers l'horizon. Ensuite, Tourner vers la mer. Et ensuite, Tourner vers la terre. Et il s'agit d'un homme et une femme. Au début, les sections sont divisées entre l'homme et la femme. Et ensuite, ça circule un peu plus vite entre l'homme et la femme. Et dernière section, l'alternance est assez rapide entre les deux. Il peut s'agir il y a des citations d'Héloïse et Abélard. Donc, il peut s'agir d'Héloïse et Abélard, mais il peut aussi s'agir d'Adam et Ève, ou un Adam, une Ève peut-être plus moderne, ou un homme et une femme, tout simplement, n'importe qui, vous et moi, etc. Voilà. Alors, de la section tirée Tourner vers le ciel.
On va commencer dans la lassitude, la fatigue. Du noir dôme de son esprit, elle émerge, lasse. Elle y tourne et retourne le dernier épisode de son histoire, une fin de chapitre. Le télescope intérieur agrandit et rapetisse, comme Pégase chassant la chimère maîtresse. Elle sonde le planétarium infini pour une constellation autre à découvrir, une forme qui tiendrait constante. Chaque étoile liée à ses voisins, un bijou brillant au fond d'un nid de pie, voleuse et amoureuse. Des icônes sur un écran lorsque le temps vire au dégagement, dans un trop-plein de mythes. Chacune une porte par où passer, une fonction permettant d'ordonner. Elle y entre des bouts de conversation, restes d'impression, résidus de paysage, étendre le noir. À la fin, tu es là de ce monde ancien, le même, toujours le même. Les banalités floues se pressent autour, matinales. Le défi de l'observation, la surprise est dans les détails. Les bourgeons, une habitude désarmante. La neige qui tombe au mois d'avril. Le jour qui longuement se prolonge en juin. Comme la fileuse de Valérie. Elle affûte ses flèches. Ses yeux tracent la silhouette intérieure d'une forme familière. Une femme électrifiée par son passé. Elle ne voit plus clairement dans l'obscurité. Confusion des figures ou crainte primitive du monstre qui pourrait se tapir derrière un immeuble bleu, gris. Elle ne connaît la couleur qu'en miroir, avance dans le nébuleux de l'iris, sans lunettes. Les feux clignotent alors, comme des ballons qui rebondissent, pilotés par de jeunes filles en fête d'énergie, intarissables. D'une scène à l'autre, la perspective se mue, sous un ciel assombri. Quelques années-lumière plus loin, elle danse aussi un long tango solo. Tiré ensuite de tourner vers l'horizon. L'homme cette fois-ci. Il se penche, dodelinant comme une poupée, vers la courbe de sa sphère. Il perçoit les marques enluminées de ses fantômes, une lecture laborieuse, la main dans la main de sa jeunesse. Le nom se présente précisément devant lui. Initial, prénom, nom familial, emmitouflé dans la mort. Le père, une pierre tombale. Ô clémence inclémente. Le maître pétrit son pain, Samy, boulanger du verbe, pâtissier de l'expression. Il revient et repart face à sa page dévoilée à la levure du langage. Tourné vers la mer. La femme à nouveau. Échappe-toi, quitte, jaillis, monte, vide. Elle le repère, cette figure connue qui marche à pas hâtifs, les bras ballants, vers une rencontre, une distraction, vers le précipice du temps de l'être citadin. Elle est si proche de lui qu'elle entend le tintement de monnaie dans sa poche, les cheveux coupés courts, légers, et la vue amoindrie. Une main à l'improviste de chemin perpendiculaire,
toutes les émotions sur le tas. Laissez mijoter. Vous serez comme un homme endormi. Précipite-toi, file, grimpe, dégringole, traverse. Elle consulte l'éclair qui l'a happé. Il est en elle, forme recouvrée, saut. Le tiroir du meuble d'ébène se glisse subrepticement ouvert. Les écharpes flottent, les chandails réchauffent, les bareilles. Elle suit un cours intérieur de largesse, comme l'odeur du pain chaud fraîchement sorti du four, les mains en attente. Déchiffrer une carte requiert une patience et une application d'esprit cultivée. Part, sort, court, saute, descend. Elle brasse son parler franc, le verbe en manque, bouche béante. Une recette de galettes sans substance gluante. Quelquefois, dans un lointain recoin, elle est allongée dans son hamac en plein poème. Sourire égale creuser le sens dans son cœur au milieu de la journée, au milieu de la mer. Et tourner vers la terre. Ainsi donc, elle vous appartient. Dans le bus, les passagers répètent le même trajet, pourtant jamais sosie. Il se redresse, plonge sa tête sous la douche, irriguant le souvenir de sa nuit et le bruit des marteaux-piqueurs. Paré à lui-même, on lui sert une tasse de café et il converse avec elle, sous son chapiteau, toute la matinée. Il se recueille alors afin de se rattraper dans le présent. La cité le somme. À travers les couches de terre d'imagination, elle discerne un abri. Dans les moments périlleux, les oreilles bouchées des idées fixes se désistent, un brin. Elle accueille le temps salutaire de bouteilles en mer, de messages stratifiés. Elle marche au bord de la rivière avec les paroles qui lui a chuchotées comme une veste en lin doux et ce qui foisonne en elle, délices, plus d'îles fortifiées. Elle contemple les feuilles couvertes d'encre, le compost qui sustente son être. Combien de destins racontés, le moment où les petits se sont levés, les tribulations d'une prochaine journée. Il lui offre une boisson chaude et des aventures illuminées. Combien d'heures de périples privés pour planter, arroser l'arbuste, la joie et la liberté. Les poètes sont des êtres sensibles, errants, qui balayent les cendres volcaniques, voilant le ciel. Merci. Cet entretien avec quelqu'un. Écoutez, Yves Turbide a déjà fait votre biographie avant que vous n'entriez en scène. Ça fait 25 ans que vous publiez vos œuvres. Vous êtes la poète officielle de la ville d'Ottawa. Vous êtes né à Toronto, on l'a dit, vous avez vécu à New Haven, Aix-en-Provence, Paris. Manifestement, Paris, c'était pas assez exotique, donc vous avez décidé de venir à Ottawa. Pourquoi? Pourquoi vous êtes-vous établi ici? Plusieurs raisons, je crois.
comme c'est souvent le cas. D'abord, depuis que je suis très jeune, je passe mes étés dans la région. Alors, ma famille a un chalet pas loin d'Ottawa. Alors, je pense que je suis venue en partie à tout le moins pour les bois, pour la nature, pour le lac, qui sont des endroits très paisibles qui m'inspirent. Je suis venue à Ottawa aussi parce que j'avais envie de revenir au Canada. Je suis restée 1 an à Paris. J'ai étudié, j'ai fait une maîtrise. J'avais envie de revenir au Canada, de voir les saisons, les feuilles, et pour le français aussi, parce que c'est une ville bilingue. À Toronto, il n'y avait pas suffisamment de français à mon goût, donc je suis venue ici un peu pour ces raisons-là. Sans doute qu'il y en a d'autres aussi. Ça fait une trentaine d'années que vous êtes ici. Quand vous êtes déménagé, pensiez-vous un jour être la poète officielle de la ville? Non, sans doute pas. Qu'est-ce que ça implique, ce rôle-là? Qu'est-ce que ça implique? D'être poète officiel? Ça implique représenter un peu la poésie, faire des lectures comme ici, mais aussi, et je reviens de Trois-Rivières par exemple, du Festival de poésie, mais également organiser des projets avec d'autres poètes. Alors je suis en plein milieu d'un projet. Heureusement pour moi, André Lasselle m'a un peu guidée. André Lasselle, c'est la première poète officielle francophone de la ville. Et donc, ça implique planifier, ça implique contacter des gens que je connais, puis peut-être aussi connaître des gens que je ne connais pas pour ce projet-là. Ce projet-là sera un site web. J'ai demandé à une dizaine de poètes de m'écrire un premier texte. Ensuite, je leur ai donné 3 thèmes. André nous avait donné, parce que j'ai participé au projet d'André, André nous avait donné 2 thèmes, alors j'ai décidé de varier un petit peu. Et j'ai ensuite donné ces textes-là à des artistes visuels, alors que André avait demandé un peu à tout le monde en même temps de produire quelque chose. Moi, j'ai décidé d'essayer de voir si les artistes visuels pouvaient aussi s'inspirer un peu des textes de poètes. Ça se fait, je pense à Susan Demers, entre autres, qui avait fait ça avec les poèmes de Joël Beddoes. Oui. Donc, est-ce que c'était une inspiration pour vous pour ce projet-là? De travailler entre les poètes et les artistes. Oui, sans doute, mais c'est une tradition qui date de loin aussi, collaboration avec les surréalistes, puis même avant, ça s'est beaucoup fait, mais c'est très inspirant, oui. Et ensuite, j'ai un autre groupe de poètes qui ont regardé l'œuvre visuelle. Au début, je pensais donner au 3e groupe et le premier texte, et le tableau, la photo, etc. Mais finalement, je me suis dit, c'est mieux, je leur donne l'œuvre visuelle, et le 3e groupe de poètes donc a écrit à partir du thème et à partir de l'œuvre visuelle. Donc vous avez entre autres le mandat de faire rayonner la poésie. Est-ce que vous trouvez qu'on en fait assez à ce chapitre-là? Oh, jamais, mais ça c'est moi. Je trouve que la vie manque de poésie, que s'il y en avait plus, que ça irait peut-être mieux dans le monde de toutes sortes de façons. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour la faire rayonner davantage? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bonne question. On préfère, on fait des activités comme celle-ci. Je pense qu'il faut essayer de... Les gens ont un peu peur de la poésie, certaines personnes, je crois, trouvent la poésie difficile. Je pense que d'une part, il faudrait peut-être essayer de montrer aux gens qu'il s'agit des fois juste de se laisser imprégner par les mots, que c'est pas nécessaire de comprendre ou de tout comprendre, qu'on a des impressions, que ça c'est bien, que ça fait quelque chose en nous au niveau des émotions. Des fois, les gens disent que c'est un petit peu hermétique, mais vous disiez que vous étiez un festival de poésie à Trois-Rivières, c'est ça? Oui. Et donc, vous avez fait des rencontres. J'imagine qu'il y a quand même un certain intérêt encore pour la poésie. Est-ce qu'il y a même un certain regain d'intérêt dernièrement, diriez-vous? Peut-être que oui, il y a une belle tradition à Trois-Rivières parce que la poésie se lit dans les bars, dans les restaurants. Il y a des groupes de 3 ou 4 poètes. Il y a des fidèles qui reviennent à chaque année. Il y a des écrivains des poètes qui participent certaines années, mais qui reviennent juste pour écouter. À Trois-Rivières, c'est vraiment fort. C'est vraiment bien. Est-ce qu'il y a un regain? Oui, je crois, surtout avec la poésie, une poésie orale aussi maintenant. On pense au slam, au spoken word, tout ça. Exact, oui, exact. Oui. Ça aussi, ça aide.
Oui. Et d'encourager les jeunes, probablement dans les ateliers d'écriture, n'importe quelle forme d'écriture, c'est l'expression de soi qui est tellement important à tous les niveaux. La forme, finalement, a peu d'importance, comme vous dites. D'ailleurs, vous êtes poète, vous faites de la poésie, ce sont des vers libres. Il y a aussi quand même beaucoup de prose. Moi, si je regarde, par exemple, en préparation, j'ai lu La Lanterne magique et en contrepoint, Les figures de l'île. Il y a aussi des parties en prose. Ça n'empêche pas que ce soit de la poésie aussi. Oui, je m'intéresse beaucoup aux poèmes en prose. Pour moi, c'est une façon d'essayer d'élargir le genre de la poésie, peut-être. La rendre plus accessible? Est-ce que... La rendre plus accessible? Oui, peut-être, oui. Oui. Jouer avec, oui. Ouais, vous aimez jouer avec les mots, ça s'entend. Oui. Vous parlez justement de l'aspect ludique, entre autres. Je disais que ça fait 25 ans que vous publiez, effectivement, depuis 1994, je pense. J'ai jamais compté, c'est la première fois que j'entends ces deux chiffres. Ça me fait quelque chose. Ça vous fait quelque chose, oui? 25 ans. 25 ans. Je sais que ça fait plus de 30 ans que j'habite à Ottawa, ça c'est clair dans mon esprit, mais c'est la première fois que je compte le nombre d'années. Mais ça fait pas 25 ans que vous écrivez, toutefois. Ça fait 25 ans que vous êtes publié, mais vous écriviez avant, j'imagine. Oui. Depuis que vous êtes jeune? J'ai écrit un petit peu jeune. J'ai commencé vraiment peut-être autour de l'âge de 20 ans. Ah oui? Je suis allée à une école où on ne faisait pas beaucoup de création littéraire. On étudiait la littérature, ce que j'adorais, mais ce n'était vraiment qu'une fois rendue à l'université que j'ai commencé à en écrire un peu plus. J'ai suivi un cours de poésie avec la poète Cécile Cloutier, qui est maintenant décédée. Mais donc, on avait étudié avec elle et à la fin du cours, elle nous avait proposé d'écrire un poème. Alors, c'était un peu la première fois, peut-être pas la toute première, mais c'est la première fois que je me disais, OK, c'est quelque chose que... Vous aviez aimé, oui, cette première expérience-là? Oui, beaucoup. Vous êtes tombée amoureuse de la poésie à ce moment-là? Oui, ça doit. Oui. Mais vous n'avez pas publié immédiatement. Qu'est-ce qui a été le déclic? Quand est-ce que vous vous êtes dit, bon, Margaret Michel Cook, moi j'ai fait des poèmes, mais j'ai aussi les envoyés à une maison d'édition dans le but qu'ils soient publiés, diffusés, lus. Et donc ensuite disséqués, évalués, etc. Je ne mets pas de pression, là, on jase. Je suppose que c'est en partie... j'ai des parents qui écrivaient des livres, pas des livres de poésie ni de fiction, donc peut-être que c'était un peu dans l'air, un petit peu, mais... Je ne sais pas si ça s'est fait de façon consciente. Il y a aussi, j'ai fait la rencontre de Robert Hiergeau, qui était un éditeur qui commençait des éditions du Nordir. Oui. Et je pense que, en fait, ce que j'ai commencé à faire, c'était d'envoyer ou de donner des textes à quelques personnes pour leur demander leur avis. Comment ils trouvaient ça? Comment est-ce que je pouvais améliorer ça? Qu'est-ce que j'avais à faire? Puis je pense que c'est peut-être à partir de ça qu'on a commencé à me dire, peut-être que tu pourrais publier. Il y avait une petite revue à l'époque, je pense à l'Université d'Ottawa, qui s'intitulait En vol. Je pense que c'était ça. Marc Pelletier, qui est maintenant aux éditions David, était un petit peu là-dedans. Oui. Alors, contact avec différentes personnes, ça s'est fait tranquillement, je pense. Comment avez-vous évolué comme poète au fil du temps, au cours des 25 dernières années, diriez-vous? De différentes façons. Je pense que quand on est poète, pour avoir étudié d'autres poètes aussi, je pense que quand on est poète, au départ, on lit énormément, évidemment, puis on est influencé jusqu'à un certain point par ce qu'on lit. Et je pense que dans ses premiers écrits, souvent, on est un peu imitateur. On imite un peu ce qu'on a lu. C'est normal. Et il y a des écrivains qui sont de superbes imitateurs. C'est pas mauvais. Et ensuite, je pense qu'avec les années, on passe à une phase où on expérimente un peu plus. On lit, on regarde ce qui se fait aussi bien au niveau de la forme que du contenu, on expérimente. Et finalement, on essaye de trouver sa voie, ce qui nous convient, ce qui marche pour nous. Je pense que j'ai aussi évolué. Je suis arrivée à un stade où la fin d'un recueil me posait une nouvelle question pour le prochain recueil. Oui. Alors ça aussi, ça me permet, ça continue à me
permettent d'évoluer dans ce sens-là, ce qui est excitant, en fait. Oui, en fait, c'est intéressant parce que votre réponse mène à toutes sortes de questions. Vous dites que quand vous terminez un recueil, vous pensez déjà au prochain, mais vos recueils, est-ce que vous avez un thème en quelque sorte ou le thème se dessine par après? Comment se déroule justement votre processus créatif? Alors, je vous dirais que pour les premiers recueils, je pense que le thème s'est présenté à moi en écrivant ou une fois que j'avais des textes rassemblés. Alors, les 3-4 premiers, les recueils qui sont publiés, les 3 premiers au Nordir. Le 4e recueil qui s'intitule La lampe de Pénélope. Je faisais beaucoup de natation à l'époque, j'en fais toujours, mais je faisais beaucoup de natation à l'époque et l'hiver, je nageais dans une piscine intérieure, je faisais des longueurs. Et ça m'ennuyait un petit peu, je comptais les longueurs et un jour je me suis dit, OK, je vais essayer de penser avec chaque longueur, je vais essayer de rattacher ça à une année de ma vie ou de la vie. Alors à la fin, j'avais 33 textes, 34 en fait parce que je commence avec le 0, et qui se rattachaient chaque texte à une année de vie de quelqu'un. Alors là, c'était déjà un petit peu plus structuré. Ensuite, je suis allée, sur tous les recueils publiés à l'Interligne, j'avais un concept en tête, une idée en tête, une structure de base, tout en essayant de me laisser assez de liberté d'écriture à l'intérieur de ces structures-là. C'est davantage donc une suggestion ou un cadre qu'un carcan. Vous vous en tenez pas nécessairement à votre thème dans la mesure où si vous êtes inspiré par autre chose, vous y alliez et puis ensuite on verra qu'est-ce que ça donne. Oui, tout à fait. Oui. Il faut que ce soit quand même assez flexible. C'est une idée générale. Comme avec l'Interna Magica, j'avais le ciel, l'horizon, la mer, la terre, mais à l'intérieur de ça, je ne savais pas exactement ce que ça allait donner. Ou Chronos à sa table de travail, j'avais les mois de l'année. Oui. Mais là encore, je ne savais pas exactement ce que ça allait donner. L'écriture à l'intérieur de la structure est libre, improvisée. Voilà, au départ, en tout cas, pour le premier jet. Le ciel, l'horizon, la terre, on voit que c'est quelque chose qui vous inspire dans toute votre poésie. Vous disiez quand vous étiez jeune que, vous aimiez Ottawa, la forêt, tout ça. Est-ce que pour commencer un poème, pour trouver l'inspiration, vous prenez des marches en forêt, vous prenez des marches le long de la mer? J'ai pas l'impression, du moins, corrigez-moi si je me trompe, j'ai pas l'impression que quand vient le temps d'écrire un poème, vous asseyez à votre table de travail, vous allumez l'ordinateur, puis dès que le Word s'allume, vous dites « Ah, là, je suis inspiré ». J'ai l'impression que c'est différent pour vous. C'est sûr que je n'allume pas mon ordinateur, j'écris à la main, j'adore ça avec une feuille de papier. Je prends des marches quand je suis bloquée. Ah oui. Alors si je travaille un texte et que je suis un peu bloquée, à ce moment-là, je prends des marches. Je pense que les débuts de poèmes viennent de bouts de vers ou de bouts de phrases ou d'impressions que je note et ensuite que j'essaye de développer. Pour le premier jet, j'essaie de pas me censurer, j'essaie d'écrire ce qui vient, même si je me dis, OK, ce ne sera pas ça la forme finale, j'aurais écrit énormément. Mais pour moi, c'est important de mettre quelque chose sur papier pour commencer. Même si on n'est pas satisfait, on commence avec ça, puis on retravaille par après. Est-ce que c'est comme ça que je fonctionne? Oui. Oui, je commence avec ça. Je vais en garder peut-être juste un vers ou deux, ou quelques mots ici et là, mais au moins ça me donne un point de départ. Et c'est comme ça que vous avez travaillé, par exemple, pour En contrepoint, les figures de l'île? Oui. On peut parler peut-être un petit peu de ce recueil-là. Comme je vous dis, j'ai lu les 2 plus récents en préparation. Et comment l'image de l'île vous inspire-t-elle? Parce que, ça figure dans le titre, ça figure au cœur même de ce que vous écrivez. Comment l'île vous a inspiré? Faudrait peut-être que je recule à Chronos, parce que c'est la fin de Chronos qui a donné le début de... Oui, comme vous disiez d'ailleurs, effectivement. Alors, Chronos, c'était le personnage mythologique de Chronos, un homme, et le temps, les mois, les jours, quand on voit la lune dans le ciel au milieu de la journée, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et à la fin de Chronos, je me suis dit, avant Chronos, j'écrivais beaucoup à partir du point de vue féminin. Oui. Chronos, je voulais essayer le point de vue masculin. Avec l'île, sur l'île, je voulais réunir un homme et une femme. Alors, c'est un peu peut-être dans un sens Adam et Ève. C'est aussi un peu une sirène, parce que c'est une île, et Carl von Linné qui s'occupe de nommer les espèces, parce que je me suis intéressée beaucoup
à la nature, aux espèces d'oiseaux, etc. Donc l'île, c'était un endroit où je pouvais jouer avec ces personnages-là. Et l'île aussi était un personnage. Oui. Oui. Et vous avez mentionné Carl von Linné, qui est le père de la taxinomie. Comment il vous a inspiré? Pourquoi vous êtes allé le chercher? Vous l'avez inséré sur cette île ou dans votre poème? Je pense que c'est lui qui est venu me chercher. Ah oui? Parce que je m'intéressais à la nature, aux espèces d'oiseaux. Je me suis, comme poète, je nommais. Et alors je me suis dit, bah oui, nommer, classifier, c'est Carl von Linné. Ça, c'est le travail de Carl von Linné. Il faut qu'il soit ici, il faut qu'il soit là entre les lignes, ou plus qu'entre les lignes, parce que ça fait partie de la nature, de comment on voit le monde, de comment on comprend le monde. Ouais. Vous avez mentionné le temps aussi, Chronos entre autres, mais même, par exemple, vous citez, que ce soit dans l'Anterna Magica ou dans Contrepoint, entre autres, vous citez Shakespeare. Oui. Vous citez, entre autres, le personnage du temps dans Un conte d'hiver. Vous citez La tempête. Mais je veux revenir au temps. Le temps aussi semble beaucoup vous inspirer. Est-ce que c'est les suites de Chronos, justement, qu'on retrouve là-dedans? Quand je m'inspire du temps, est-ce que c'est les suites de Chronos? Oui, sans doute, oui. La poésie, ça m'intéressait parce que la poésie, sans que le temps soit explicite d'habitude, est marquée par le temps, par le rythme, surtout par le rythme. Alors que dans le roman, on est plus conscient du temps, début, milieu, fin. Alors je voulais mettre en scène le personnage du temps en poésie. Et oui, suite à cela, une certaine conscience du temps, des mois, des jours. Avec la poésie, je pense qu'on essaie de chercher une certaine profondeur. Oui. Et donc, il y a le temps présent, mais aussi il y a l'avenir, il y a le passé. On essaie de trouver un moyen que tout ça se rejoint. Et sur l'île, vraiment, on ne voit pas vraiment le temps passer. Oui, les jours passent, mais... C'est plus difficile. Je reviens à Shakespeare qui vous inspire quand même beaucoup, j'ai l'impression, parce que vous le citez souvent. Vous citez beaucoup La tempête en Contrepoint. Bon, La tempête, évidemment, à cause de la tempête, les gens échouent, je pense, de mémoire, c'est sur une île, je ne vais pas contre-vérifier. Donc, est-ce que Shakespeare est venu dans votre processus créatif au début, au milieu ou à la fin? Au milieu, je pense. Oui. Au milieu, il est comme un arrière-plan. Il n'est pas dans les textes comme tel, mais cité au début de section, etc., pour encadrer un peu. C'est sûr que si on parle d'île, veut pas, on pense à La tempête de Shakespeare. C'est un peu normal, donc je voulais aussi l'intégrer là-dedans. Et m'en inspirer, mais peut-être indirectement. Ouais. D'accord. Qui dit île dit aussi parfois silence. Bon, il y a un homme, une femme, mais on s'entend que, bon, il peut avoir sans doute peut-être des animaux, je sais pas, mais vous dites en début, le premier poème, et le silence, surtout le silence. Et je me suis demandé pour vous, lorsque vous écrivez, est-ce que c'est nécessaire ou au contraire, vous avez besoin de vie autour de vous? Le silence est nécessaire. Nécessaire? Oui. Ouais, c'est pas négociable. Pas tout le temps, mais pour les moments de concentration, d'écriture, oui. Dans les moments d'aspiration, peut-être là, quand je suis autour, ou quand j'observe, ou quand je suis dans les bois, ça, oui, je veux voir, je veux absorber, mais une fois que c'est comme digéré, on pourrait dire, une fois que je suis devant ma feuille blanche, j'ai ma fenêtre avec vue, j'ai des arbres autour, mais oui, il me faut ce silence intérieur. C'est un peu un silence de recueillement, finalement. C'est quasiment méditatif, finalement, lorsque vous écrivez. Oui, beaucoup, oui. Donc, vous finissez, par exemple, en Contrepoint, vous passez à votre prochain recueil, l'Anterna Magica, la lanterne magique. En quoi, là, pour faire le lien avec Chronos et les suivants, donc en quoi, justement, la fin de ce recueil-là a mené au début de l'autre, selon vous? De l'Anterna Magica. Je me suis rendu compte, ou je me suis dit, je pense que à Contrepoint, les figures de l'île, l'homme et la femme ne se rejoignent pas exactement, pas véritablement. En fait, c'est André Lasselle qui m'a posé la question. Je ne m'étais pas tout à fait rendu compte. Et elle m'a dit, il me semble qu'il y a un homme et une femme, oui, un certain échange, mais il n'y a pas vraiment
C'est une grande île. Un Tu lien rencontres pas comme, beaucoup. oui, c'est une grande île, peut-être que c'est ça. Oui. Alors je me suis dit, d'accord, je vais essayer de mettre en scène un homme et une femme qui se rencontrent véritablement, ou là où il y a un échange véritable, une communication plus en profondeur peut-être. C'est ça que je vais essayer de faire avec la Lanterna Magica. Et en plus, je m'intéressais à la caméra. Il y a une histoire de lentille convergente, une histoire de comment la lanterne est construite, comment elle fonctionne. C'est vraiment peut-être plus un recueil de retrouvailles, comme vous dites. Puis je cite d'ailleurs votre premier paragraphe dans la section présentation. Dans la vie, il nous arrive parfois de perdre des êtres de vue de l'équité, d'être séparés d'eux par le destin, la vie ou le hasard, et plus tard de les retrouver. Ensuite, vous citez des couples connus de la littérature ou de l'histoire. Donc justement, c'était de retrouver cet homme, cette femme. Vous, est-ce que vous avez retrouvé des gens, vous avez retrouvé quelqu'un au fur et à mesure que vous écriviez ce recueil? Oui. Vous vous retrouvez vous-même, oui? Oui, aussi, oui, c'est bien, oui. Il y a quelqu'un que j'avais connu à Ottawa, que j'avais perdu de vue pendant un petit moment, que j'ai retrouvé, un très bon ami. Ça, Une drôle de coïncidence, peut-être, mais... Oui, je pense que ça a joué. Je pense que j'avais l'idée du recueil en tête déjà, mais ça m'a influencé aussi de retrouver cette personne. Je vous ai dit que je revenais de Trois-Rivières. Oui. À Trois-Rivières, on retrouve des personnes c'est la 4e fois que j'y vais, en 18 ans. Alors là aussi, on retrouve des personnes qu'on a connues, qu'on a un peu perdues de vue, mais il y a quelque chose en nous qui remonte à la surface. On connaît les gens, on reconnaît un visage, la voix, on retrouve des gestes, par exemple. C'est inspirant. Oui. Et j'ai rencontré quelqu'un et il me semblait que je le connaissais. Je lui ai demandé, est-ce qu'on s'est déjà vu à Trois-Rivières? Il m'a dit non, c'est la première fois que je viens. Et ça me travaille encore, ça. J'ai l'impression de connaître cette personne. Peut-être que cette personne-là se souvenait de vous, mais ne savait pas d'où, il ne voulait pas le dire. Donc, ça peut arriver, ça aussi, des fois. Ouais. Il y a aussi le principe de dualité, je trouve, qui revient dans ces deux recueils. On a parlé évidemment de l'homme et de la femme, donc il y a une dualité là. Vous parlez de ces couples célèbres de l'histoire, etc. Il y a aussi même que ce soit, par exemple, vous avez dans le titre un titre double, vous avez dans le titre un contrepoint. Un contrepoint c'est en quelque chose d'une espèce de négatif, d'inverse en quelque chose. Donc cette dualité-là, elle vous inspire comment? Dans le sens, je crois qu'en fait, j'essaie de surpasser cette dualité-là, qu'en poésie, on peut arriver à une espèce de, on pourrait l'appeler de totalisation, que dans le monde de la prose, que dans le monde logique, on a le noir et le blanc, on a le gris aussi, mais on a souvent des antithèses, des contraires. En poésie, aussi bien dans le langage que dans la façon de la lire, à mon sens, on peut arriver à surpasser cela, à une totalisation, que j'appelle ça, où c'est comme si, au lieu de dire l'enfant, au lieu de dire j'ai mal, l'enfant dit aïe, et tout le monde, tout est aïe, tout fait mal. Ça prend toute la place. Ça vient un petit peu aussi de la phénoménologie, du fond. Et en tout cas cette phénoménologie un peu de Merleau-Ponty, de la perception, de comment tout ça est relié et devient un. Est-ce que cette tendance vers la totalité, comme vous dites, vers l'unicité en quelque sorte, est-ce que c'est quelque chose qui se retrouve dans les poèmes que vous écrivez maintenant, qui ne sont peut-être pas encore publiés? Oui, je pense que oui, ça continue. Oui. Inévitablement. Donc, c'est un petit peu le point de départ pour le prochain recueil, peut-être. Oui, aussi, oui. J'ai vécu la mort de mon père dans les dernières années et ça, je pense qu'il y a comme une nécessité. Des fois, il y a une nécessité d'écrire quelque chose. Je ne sais pas si ça va donner un recueil à publier. Je pense que oui. Parce que il faut travailler ça aussi du point de vue de l'écriture, ça devient autre chose, c'est un point de départ, mais c'est un peu là où j'en suis, et il y a certainement des recoupements avec ce
qu'on connaît de mon écriture, c'est pas si différent, mais oui, il y a aussi cette idée de totalisation, avec cette fois-ci peut-être la mort comme quelque chose à apprivoiser un peu, ou à accepter. À accepter, à mettre en mots. Oui. Ouais, c'est pas toujours facile. Vous avez parlé justement, parlant de pas facile, de retravailler vos poèmes. Et ça, j'ai déjà entendu beaucoup de poètes dire ça, et j'ai déjà fait des entrevues avec beaucoup d'auteurs, puis la plupart disent oui, retravailler, c'est jamais facile, mais c'est ça qui est important, c'est ça qui fait de mon livre un bon livre. Mais, et c'est là où moi, je suis pas vraiment un poète, mais j'ai l'impression que la poésie, c'est de l'inspiration fulgurante, on couche sur papier, et j'essaie de comprendre justement comment on retravaille un poème une fois que l'inspiration du moment est peut-être un petit peu en arrière parce que, bon, on le retrouve un petit peu plus tard ou parce qu'un éditeur nous a dit, je sais pas, ou on a reçu un commentaire de quelqu'un. Comment qu'on retravaille un poème tout en restant fidèle à l'émotion originelle? Je pense que, en tout cas dans mon cas, je relis le texte, je cherche une certaine, peut-être ce que j'appellerais congruence. Donc, chaque texte a un certain ton. Et en relisant le texte, il faut voir, bon, est-ce que tous les mots contribuent à ce ton-là? Je me pose beaucoup de questions. Pourquoi ce mot-là? Pourquoi pas un autre? Dans quelle mesure est-ce que je fais les liens que je veux? Est-ce que c'est l'image que je veux? Oui, mais est-ce que c'est l'adjectif que je veux? Est-ce que c'est l'adverbe que je veux? Est-ce que le texte est trop long, trop court? Si j'enlève un vers, est-ce que ça change de quoi au texte? Est-ce qu'il est mieux comme ça? Donc, beaucoup de questionnements, et je relis, je réécris un peu le tout. Donc, est-ce que ça tient ensemble comme recueil? Quel est l'ordre des textes? Je fais ça, je laisse ça reposer, puis ensuite je le sors, je le relis. Je le lis à haute voix aussi, parce que si on bute un peu contre des mots, là je me dis, c'est peut-être pas exactement le mot qu'il me faut. Donc ça, je fais ça par moi-même pendant un bout, et ensuite je donne ça à quelques lecteurs. J'ai quelques amis poètes à qui je peux donner ça, mais j'ai aussi quelques amis lecteurs à qui je donne ça simplement pour leurs commentaires, pour voir leurs réactions. Ça ne veut pas dire que je vais incorporer toutes les suggestions, mais au moins ça me donne des idées, ça me donne un bon point des choses à retravailler, des éléments à retravailler. Cette partie-là, est-ce que ça prend plus de temps que juste l'écriture? Que juste écrire? Oui. Oui. Oui, parce que j'ai beaucoup de versions. Mais c'est un travail que j'aime. Oui. C'est un travail que j'aime. Et alors que pour un premier jet, j'ai besoin de savoir que j'ai 1 semaine, 10 jours, 2 semaines juste à moi. Quand je retravaille, là, je peux faire ça plus facilement à des moments perdus. Ou si j'ai quelques heures, je peux reprendre un poème, je peux le retravailler. C'est une autre partie du cerveau, je dirais. C'est le cerveau droit versus le cerveau gauche. Et j'aime également les deux. C'est sûr que quand je suis bloquée dans l'aspiration, ça peut être un peu frustrant. On va prendre une marche en forêt. Pour prendre une marche, exact. Ou aller nager. Voilà. Mais si ça retravailler, c'est un plaisir aussi. Mais si je suis rien que dans ce travail-là, des fois aussi, l'autre me manque. L'inspiration, le côté premier jet me manque aussi. Alors, des fois, il faut essayer d'équilibrer les deux. Il faut avoir 2 projets en même temps minimum. Je ne sais pas s'il y a des questions dans l'assistance pour Mme Cook. Est-ce que vous avez des questions? Oui, vous prenez votre courage à 2 mains et puis ensuite, vous utilisez vos 2 mains comme porte-voix pour poser vos questions avec beaucoup de volume. Oui, allez-y. Vous avez juste à dire que quand vous retravaillez un texte, vous lisez à voix haute, et si parfois le mot sonne cloche, vous changez. Donc, est-ce que vous croyez que la poésie a une forte dimension orale qui doit être comprise un petit peu dans l'écriture du texte? Je pense qu'il y a certainement une dimension orale. Je pense que ça dépend des écritures. Je pense que l'écriture que je pratique est peut-être un peu plus faite pour être lue, mais je pense qu'il faut qu'il y ait les deux. Il y a des poésies, il y a des textes qui sont lus à l'oral, qui sont bien à l'oral, mais qui sont des fois moins forts à la lecture écrite. Mais je pense qu'absolument, il y a les deux dimensions et les deux sont importantes. Et oui, donc il faut que le texte passe au moins
un peu beaucoup à l'oral aussi. C'est pas un slam, c'est sûr, ça c'est autre chose, mais quand même, il faut que oralement, que le texte passe, il faut qu'il y ait un rythme, il faut qu'il y ait des assonances, des allitérations, des images qui accrochent. Oui. Vous, quand vous prenez un recueil de poésie, est-ce que vous le lisez à voix haute naturellement? D'abord, je pense que je lis en silence. Mais oui, j'en lis des bouts à voix haute. Oui. Et souvent dans la relecture d'un recueil, je vais lire plus à voix haute. Et les textes qui me frappent, je vais les lire à voix haute. Ou des fois c'est le contraire. Des fois si je sens que je n'absorbe plus ce que je lis, je vais me mettre à lire à voix haute. Et là ça va. Ok, là je vois, là j'entends, là je comprends. Des fois ça ajoute une certaine profondeur, j'imagine aussi. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi, je serais curieux de savoir les moments d'inspiration, là, parce que je me suis déjà laissé dire par d'autres poètes qu'à certains moments donnés, il y avait comme une espèce de vague à l'intérieur qui est irrépressible et qui s'amène vers une urgence fulgurante de coucher sur papier. Est-ce que c'est des choses qui arrivent ou est-ce que c'est plus de l'ordre de prendre des petites notes puis d'essayer de revoir une émotion qu'on a eue sur le moment, ou est-ce que c'est vraiment... Moi, je suis souvent entre les deux. Alors, j'ai eu des périodes de fulgurance. Une section en partie de Chronos à sa table de travail m'est venue... il y avait une urgence de coucher quelque chose sur papier. Probablement plus souvent, je suis plus de l'autre bord, du bord de « OK, il y a quelque chose ». Je vais essayer de découvrir ce qu'il y a là. Je vais commencer avec une première version. Ensuite, je vais voir, je vais la réécrire. Je suis un peu entre les deux. Mais j'ai certainement eu l'expérience des deux. J'ai aussi eu l'expérience où j'ai essayé d'écrire quelque chose, j'ai pris des notes, c'était trop difficile, j'y arrivais pas, c'était beaucoup de travail. Mais je dirais que la plupart du temps, je suis entre les deux. Alors j'ai un sentiment que oui, il y a quelque chose qui a besoin d'être dit. Je pense que je ne pourrai jamais m'arrêter. Je pense que c'est quelque chose qui sera toujours avec moi, d'une façon ou d'une autre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de période où je n'écris pas, mais je suis comme en mode poésie très souvent, d'absorption, d'attente, de « OK, qu'est-ce qu'il y a autour de moi ?» Merci. Vous avez collaboré au recueil Poèmes de la Résistance de votre ami André Lasselle. Ben justement, lorsque vous a demandé d'écrire suivant ces décisions qui avaient été énoncées par le gouvernement ontarien de Doug Ford, est-ce que c'était justement dans l'urgence cette fois-là ou encore une fois, vous avez pu prendre 1 ou 2 pas de recul avant de coucher vos idées sur papier? C'est assez dans l'urgence. En fait, oui, à cause de la situation politique, mais en fait, ça fait plusieurs fois qu'on me demande des textes. Et quand on me demande un texte, un poème, et qu'on me donne une date limite, j'y vais. Et ça me fait du bien, on dirait. Si j'avais ça tout le temps, peut-être que je résisterais moi-même plus. Mais quand on me... On ne le dira pas à votre éditeur, parce que peut-être qu'ils vont vouloir que vous écriviez plus vite, je ne sais pas. Oui, mais c'était dans l'urgence. Aussi bien, c'est ça, avec la dimension politique aussi. Du fait qu'on me demandait un texte déjà, c'est excitant. C'est excitant de savoir qu'il y a quelque chose qu'on me demande en chantier, que j'ai un certain temps, que j'écris un premier jet, que là, OK, je regarde mon calendrier, quand est-ce que je réécris, quand est-ce qu'il faut que je remette la dernière version. Mais là, c'est sûr qu'avec les coupures, avec tout ce qui s'est passé au niveau des Franco-Ontariens, c'était important. C'était très important, ce recueil-là, d'agir, de faire quelque chose, de faire ce qu'on fait le plus naturellement, nous, poètes, d'écrire un poème. Oui, ça a eu toute une incidence parce qu'on en a beaucoup parlé, justement, une très très bonne idée de votre prédécesseur. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je conclue? Dernière chance? N'hésitez pas, là. Il n'y a pas de mauvaises questions. Margaret Michel-Cook, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous et merci au public. Vous avez été très attentifs. Merci à vous, effectivement.
J'ai quelques petites notes avant de terminer. Ben, comme on disait d'emblée, aujourd'hui ça a été enregistré, ça va être diffusé ultérieurement sur TV Rogers dans le cadre de l'émission Podium. On va avoir une table de dédicaces qui va être montée dans quelques instants sans doute. Alors si jamais vous voulez aller rencontrer l'auteur, il y a aussi certains de ses recueils qui sont disponibles. C'est à la table là-bas, les recueils là, qui nous viennent du coin du livre. Et il n'y a pas juste les recueils de Margaret Mitchell Cook aujourd'hui qui sont disponibles. Et entre autres, le roman La Sultane dévoilée, qui est le dernier roman de Jean Famille. La raison pour laquelle je vous parle de lui, c'est que ça va être mon prochain invité, le 19 novembre prochain, donc encore un mardi, encore de 5 à 7, grosso modo, ici, à la Nouvelle-Scène Gilles Desjardins. Donc si vous voulez lire le roman en anticipation, pour être bien préparé, pour poser des bonnes questions à notre invité dans un mois, ben, vous pouvez aller vous le procurer. Yves Turbet de la AOF nous le montre présentement. Il y a aussi d'autres livres, entre autres les livres qui sont finalistes au prix du livre Ottawa, les livres aussi d'auteurs qui sont finalistes au prix de Émergence de la AOF, les résultats qui vont être dévoilés demain. Je pense qu'on va couronner les lauréats, c'est ça, demain soir, dans le cadre de ces prix-là, donc c'est disponible là aussi. Il y a aussi un livre de Daniel Soha que nous allons recevoir, dis-je, en janvier prochain. Il n'y aura pas de rencontre en décembre, mais il y en a une, donc je vous rappelle, le 19 novembre, et puis ensuite en janvier. Ce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, ben, il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une fois, Margaret Mitchell Cook. Merci beaucoup pour ce bel entretien. Et à vous aussi. Et puis, je vous invite à être là la prochaine fois, 19 novembre. Et puis, si vous avez aimé ça, ben, dites-le aux gens, amenez des amis. Plus on est de fous, plus on lit, comme dit l'émission. Merci. Bonne soirée.